La dernière fois, on pataugeait. Pas au sens figuré, non, au sens malais. On était dans Fièvre au Marais, dans ce Paris moite et nerveux où les ruelles ont la mémoire longue et les hommes, la conscience courte. Un roman où la ville te colle aux chaussures comme une boue ancienne. Tu peux courir, tu l'emportes quand même. Ce soir, on change de décor, mais on ne sort pas de la brume. On traverse l'Atlantique, direction David Goodis. Et avec lui, la rue n'est pas un décor, c'est un piège. Un piège qui a une adresse, un trottoir, un froid humide, et une porte qui se referme sans bruit. Le livre s'appelle « Sans espoir de retour ». Rien que le titre, c'est un programme. Pas une promesse, pas une menace, un constat. Un roman noir qui ne cherche pas à te faire deviner qui a fait quoi. Il te montre plutôt comment un homme devient l'homme de trop. Celui qu'on accuse facilement, celui qu'on oublie vite, celui qu'on utilise parce qu'il est déjà cassé. Le héros. Si on peut employer ce mot sans mentir, c'est Whitey, 33 ans. Un corps sec, une silhouette qui se fait petite. Des cheveux blancs trop tôt, comme si la vie lui avait soufflé dessus à bout portant. Et surtout une voix. Enfin, ce qu'il en reste, une voix brisée. Dans un roman de Goody, perdre sa voix, ce n'est pas perdre un talent, c'est perdre son droit d'exister. On va marcher avec lui dans deux zones bien distinctes. D'abord, Skid Row, le quartier où les hommes ne vivent plus vraiment. Ils tiennent, ils s'alignent, ils attendent, ils se réchauffent comme ils peuvent, ils boivent quand ils peuvent. Et puis, il y a River Street, et au-delà, l'enfer. Là où ça n'endort plus, ça mord. Là où la ville ne te laisse pas tomber, elle te pousse. Et au milieu de cette nuit-là, Whitey tombe sur une scène qui pourrait être la bonne action du siècle, sauf qu'on n'est pas dans un conte. Il essaie d'aider et ce geste le désigne. La police arrive, voit un homme à genoux près d'un agent à terre et la conclusion se fait toute seule. Dans une ville sous tension, la vérité coûte cher. Le coupable, lui, est parfois à portée de main. Alors ce que je te propose, c'est simple. On ouvre le dossier Goodis comme on ouvrirait un vieux carnet de comptes, ligne par ligne, sans tricher. On va parler d'une ville qui fabrique ses victimes, d'une institution qui cherche une solution avant de chercher des faits, d'un passé qui revient mordre au moment où on voudrait juste dormir, et de ce thème goodisien par excellence, la déchéance, non pas spectaculaire, non, une déchéance lente, quotidienne, presque administrative. Installe-toi, baisse un peu la lumière et garde en tête une règle. Chez Goodis, la sortie existe rarement. Et quand elle existe, elle ressemble souvent à une autre entrée. Avant d'entrer dans le dur, petite mise au point, histoire de savoir quel genre de dossier on a entre les mains. Le roman, c'est David Goodis. Et Goodis, chez nous, ce n'est pas un inconnu. On l'a déjà croisé dans Chroniques Noires, avec un épisode qui sentait déjà la nuit, la musique et la malchance, tiré sur le pianiste, 1956. C'était le dernier épisode de 2025. Autrement dit, on a déjà pris une claque goodisienne ensemble, et on sait comment ça marche. Chez lui, les hommes ne tombent pas d'un coup, ils glissent. Et quand ils essaient de se relever, le sol se dérobe encore. Ici, on s'attaque à Sans espoir de retour. Le titre français ne fait pas dans la dentelle, pas d'illusion, pas d'emballage cadeau. En anglais, c'est encore plus sec. Street of No Return, une rue sans retour. Une rue où, si tu t'avises de rebrousser chemin, c'est la rue elle-même qui te rappelle que ce n'est pas prévu au programme. Le décor, c'est l'Amérique urbaine des marges. Pas les gratte-ciel, pas les belles avenues, les bas-fonds. Skid Row d'abord, l'antichambre, asile de nuit, trottoir, faim, froid, alcool, et cette drôle de fraternité des types qui n'ont plus rien à défendre. Puis River Street, puis l'enfer. Là, on ne survit plus en se cachant, on survit en esquivant. Et parfois, on ne survit pas du tout. Au centre, un personnage que Goodis rend immédiatement inoubliable. Whitey, 33 ans, maigre, cabossé, des cheveux blancs comme si le temps lui avait sauté dessus. Son vrai nom, c'est Eugene Lindell,
Et ça, c'est capital. Ce n'est pas un clochard de naissance. C'est un ancien chanteur, une voix qui a compté, une vie qui a tenu debout, jusqu'au jour où elle a été cassée. Et quand je dis cassée, ce n'est pas seulement au sens moral. Dans ce roman, la voix est un organe de survie. Quand elle disparaît, c'est l'identité qui se met à fuir. Voilà la promesse du livre. On ne va pas suivre un héros qui conquiert. On va suivre un homme qu'on a déjà effacé et qui se retrouve par un enchaînement de circonstances au centre d'un événement qui le dépasse. Il tente d'aider et ce geste, au lieu de le sauver, le désigne. La police arrive, voix conclue. Dans un contexte de tension dans une ville qui gronde, la vérité est lente, complexe, coûteuse. Le coupable idéal, lui, est rapide, simple, pratique. Et Goody, au fond, raconte ça. Comment un homme devient pratique. Pratique à accuser, pratique à cogner, pratique à sacrifier. Un bouc émissaire avec une tête qui convient, un passé qui n'intéresse personne, et une défense impossible parce qu'il n'a plus d'armes, même pas la parole. Ce qui fait la force de Sans espoir de retour, c'est que le roman ne se contente pas d'un suspense, il installe une sensation d'étau. Le froid, la faim, la peur, la foule, la pression, la brutalité, tout se resserre. Et à chaque chapitre, tu comprends que le danger n'est pas seulement le crime, c'est la ville entière, ses rumeurs, ses tensions, ses institutions, ses réflexes. On va avancer comme un enquêteur, mais pas pour chercher un qui, pour chercher un comment. Comment un homme qui était quelqu'un se retrouve réduit à un dossier. Comment une société sous pression se met à confondre vitesse et justice. Et comment chez Goody le passé n'est jamais derrière toi. Il attend juste que tu sois assez faible pour remonter te mordre. On peut raconter Sans espoir de retour en une phrase. Un homme déjà brisé devient, par commodité, le coupable idéal d'une ville en crise. Mais Goody ne se contente pas d'une idée. Il te la fait vivre, minute par minute, comme une marche forcée dans le froid. Au départ, il y a Skid Row, le bas de la carte, là où les journées se ressemblent parce qu'elles n'ont plus d'ambition. Whitey y traîne sa carcasse, avec 2 ou 3 compagnons de misère dans le décor, des types qui parlent surtout d'alcool parce que quand on n'a plus d'avenir, on négocie le présent à la gorgée. Whitey n'a pas grand-chose, mais il a un détail qui le distingue, cette chevelure blanche et ce silence autour de sa gorge. On comprend vite qu'il a eu une autre vie, une existence plus haute, plus visible. On comprend aussi qu'il n'en reste pas grand-chose, sauf la honte et le réflexe de se faire petit. Et puis il y a la bascule. Whitey quitte Skid Row, s'enfonce vers River Street et finit par atteindre une zone surnommée l'enfer. Un nom qui n'a rien de poétique, c'est un avertissement. Là, l'air est plus agressif, les silhouettes plus nerveuses et la violence plus proche. C'est dans cette zone qu'il tombe sur un policier gravement blessé. Whitey tente d'intervenir. Un geste simple, presque humain. Sauf que dans une ville sous tension, le geste humain ne vaut rien face aux besoins de conclusion rapide. Les policiers arrivent, voient Whitey près du corps, et l'histoire s'écrit toute seule. Arrestation. Direction le commissariat du 37e district. Là, on change de piège. On quitte la rue, mais on ne gagne pas la sécurité. On entre dans la machine. La machine qui doit répondre vite, parce que dehors, ça gronde. Parce qu'il y a des tensions, des affrontements, des rumeurs. Et parce que dans ce genre de situation, on ne cherche pas seulement un responsable, on cherche un calmant. Whitey, lui, n'a aucun capital social. Pas de costume, pas d'adresse, pas de témoin crédible. Il a tout ce qu'il faut pour devenir pratique. On le bouscule, on le presse, on l'écrase. Et plus on le presse, plus il devient incapable de se défendre, parce que sa voix, au sens propre et au sens figuré, ne le protège plus. À partir de là, le roman avance sur 2 rails. D'un côté, le commissariat avec ses hommes, ses nerfs à vif, sa hiérarchie et sa tentation d'arracher une vérité qui ressemble à une solution. De l'autre, la rue, avec ses groupes, ses colères, ses logiques de clan et sa manière de transformer n'importe quel incident en brasier, Whitey se retrouve entre les deux. Et ce n'est pas une position romanesque.
C'est une position mortelle, parce qu'il est trop faible pour imposer sa version et trop visible pour disparaître, et parce que le passé revient aussi en parallèle, un passé de musique, de femmes, de jalousie et de vengeance. Goody te montre que la chute de Whitey n'a pas une seule cause, elle a des couches, la misère, l'institution la foule, et une vieille histoire intime qui n'a jamais cicatrisé. Le résumé sans spoiler s'arrête là. Mais garde une chose en tête, ce roman n'est pas construit comme une énigme, mais comme un étau. Tu sais très vite que Whitey n'a pas l'avantage. La question, c'est combien de tours de vis encore, et surtout qui profite de cette fragilité-là. Dans Sans espoir de retour, les personnages ne sont pas seulement des individus, ce sont des forces. Goodis construit une sorte de tableau noir. Chaque figure ajoute une pression, une tentation, une menace ou une illusion de sortie, et Whitey, au milieu, encaisse. 1. Whitey, Eugene Lindell. L'homme effacé. Whitey, c'est d'abord un surnom. Et un surnom, chez Goodis, c'est déjà une forme de dépossession. Son vrai nom, Eugene Lindell, compte énormément. Il prouve qu'il a existé autrement. Avant, il chantait. Il était quelqu'un. Il avait une voix, une place, une visibilité. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un corps maigre sur un trottoir, un type dont on peut décider le sort sans même lui demander son avis. Son drame, ce n'est pas seulement la pauvreté, c'est la disparition. Quand tu n'as plus de voix, tu n'as plus d'identité. Et quand tu n'as plus d'identité, tu deviens malléable. Goody le tient là, un homme qu'on peut pousser où l'on veut. 2. Celia. La preuve qu'une autre vie a existé. Celia, ce n'est pas juste la femme du passé. C'est la mémoire vive de l'époque où Whitey pouvait encore être désiré, admiré, choisi. Elle incarne à la fois l'amour, la tentation et la blessure. Et surtout, elle est la pièce qui a déclenché une vengeance. Chez Goodis, l'amour n'est pas une rédemption, c'est un levier, et parfois un piège. Celia est au centre d'une équation où l'homme qu'elle aime n'est jamais vraiment libre, parce qu'il appartient déjà à quelqu'un d'autre ou au passé. 3. Sharkey. La possession froide. Sharkey, c'est le type dangereux parce qu'il n'a pas besoin de hurler. Il organise, il calcule. Il ne se contente pas d'être jaloux. Il met la jalousie en méthode. C'est un cerveau de gang, mais ce n'est pas le gangster flamboyant, c'est le gestionnaire de la violence. Chez Goodis, ce profil est terrifiant. Pas de flamboyance, donc pas d'orgueil à exploiter. Sharkey veut contrôler, et quand il décide de punir, il ne craque pas. Il exécute un plan. 4. Bertha and Shop, la violence en outil. Bertha, c'est la brutalité incarnée sans finesse, sans poésie, sans scrupule. Elle est décrite comme colossale, presque monstrueuse, et elle ne sert pas à faire peur au lecteur gratuitement. Elle sert à rappeler que dans cet univers, la violence n'est pas un accident. C'est un service. Shop, de son côté, complète le tableau. Duo d'exécutants, le bras armé de la décision. Ils ne débattent pas, ils appliquent. Et le pire, c'est que chez Goody, ce genre de personnage rend la violence encore plus réaliste. Elle n'est pas émotionnelle, elle est fonctionnelle. 5. Kinnard, l'autorité au bord de la rupture. Le capitaine Kinnard, c'est l'institution sous tension. Pas un monstre de série, pas un méchant de bande dessinée, un homme épuisé pris dans une ville, qui gronde des supérieurs qui veulent des résultats et des rues où la situation peut dégénérer à tout moment. Dans ce roman, il représente un point crucial. Quand l'ordre est débordé, il cesse de chercher et commence à frapper. Ce n'est pas une justification, c'est un mécanisme. Et Goodis le montre avec une précision désagréable. L'autorité sous pression peut confondre vitesse et justice. 6. Taggart et les autres flics. La procédure comme aveuglement. Taggart, c'est la logique de dossier. Le type qui croit au cadre, à la forme, à la procédure. Pas forcément mal intentionné, mais terriblement dangereux dès qu'il s'agit d'un homme comme Whitey, parce qu'un homme comme Whitey n'a pas les codes. Et quand tu n'as pas les codes, tu es suspect par nature. Là encore, Goody est fort,
Il ne te fait pas un grand méchant, unique. Il te montre une somme de comportements ordinaires qui ensemble deviennent un rouleau compresseur. 7. Jones Jarvis. La chaleur rare, la lucidité d'en bas. Jarvis, c'est une respiration. Un vieux bonhomme noir, une cabane un peu d'humanité, dans un roman qui n'en distribue pas beaucoup. Il reconnaît Eugene Lindell, là où les autres ne voient qu'un clochard. Et cette reconnaissance est capitale. Elle prouve que Whitey a encore une existence possible, au moins dans le regard d'un autre. Jarvis est aussi un contrepoint moral, pas un donneur de leçons, plutôt un homme qui sait parce qu'il a vécu et qui parle avec une lucidité simple. C'est un refuge, mais un refuge fragile, parce que dans Goodies, les refuges ont toujours une date de péremption. 8. Gérardo et la logique de groupe. La ville en clan. Sans trop en dire, ces personnages représentent une autre force du roman La Ville qui se fragmente, les clans, les tensions. La logique de foule. Ici, la décision n'est pas toujours morale, elle est souvent tactique. On pèse le risque, l'utilité, la conséquence. Et Whitey, là-dedans, devient un pion. Quand une ville est en crise, les individus se transforment en symboles, et un symbole, ça se manipule. Voilà la galerie. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique. Whitey est pris entre trois mains. La main de la rue, misère, clan, violence. La main de l'institution, pression, besoin de résultats. Et la main du passé, Celia Charquet, la vengeance, la voix brisée. Trois mains, un seul coup. Institution, pression, besoin de résultats. Et la main du passé, Celia Charquet, la vengeance, la voix brisée. Trois mains, un seul coup. Chez Goodies, le noir, ce n'est pas une intrigue, c'est un climat. Tu peux résumer sans espoir de retour avec trois mots très simples, presque primitifs. La soif, le froid, l'absence de futur. Le reste, la violence. La police, les clans, les jalousies, vient se greffer dessus comme des champignons sur du bois mort. 1. La soif, survivre au gosier sec. La soif. Ici n'est pas un vice mondain ni même un problème d'alcool, c'est une organisation de vie. À Skid Row, on ne planifie pas un avenir, on planifie une gorgée, et ça change tout quand le besoin primaire devient ton calendrier. Tu n'es plus un citoyen, tu es un organisme. Whitey est là-dedans. Un homme qui ne cherche pas à gagner, mais à tenir. Et c'est d'autant plus cruel que sa gorge est le lieu même de sa chute. Chez lui, boire n'est pas seulement s'anesthésier, c'est remplacer la parole. Comme si l'alcool devenait une langue de secours, une langue qui brûle, mais qui ne demande pas d'arguments. 2. Le froid. La ville, comme un étau Goody, est un écrivain sensoriel. Il te fait comprendre la fatalité avant même l'action. Le froid n'est pas un détail météo, c'est un verdict qui s'installe. Cette bise humide qui vient du fleuve, ce n'est pas de la poésie, c'est une main froide sur la nuque. Elle annonce que la ville n'aura aucune pitié. Et ce froid-là, c'est aussi une façon de te dire que tout le monde est à vif. Un type gelé n'est pas patient. Un flic exténué n'est pas subtil. Une foule tendue n'est pas juste. Goody prépare son drame comme on prépare une bagarre, en serrant l'air. 3. L'absence de futur, le vrai nom de la déchéance. Whitey ne se définit pas par ce qu'il fait, il se définit par ce qu'il ne peut plus redevenir. Et ça, c'est le cœur goodisien, le trop tard. Ce n'est pas une tristesse élégante, c'est un mur. Whitey est un homme dont le futur a été confisqué et qui ne se bat même plus pour le récupérer, parce qu'il sait dans sa chair que la partie est finie. C'est là que le roman devient terrible. Il ne raconte pas seulement une chute sociale, il raconte une mort intérieure au ralenti, un homme qui respire encore, mais qui s'est déjà retiré. 4. La voix brisée, identité, valeur, existence. Tu peux lire ce roman comme une enquête, mais tu peux aussi le lire comme une autopsie de l'identité. Eugene Lindell, c'était une voix. Whitey, c'est un souffle. Et Goodies te fait sentir que dans ce monde-là, perdre sa voix, c'est perdre son droit de citer. Un chanteur sans voix devient un homme sans utilité.
et un homme sans utilité devient un déchet pratique. Le roman insiste sur la précision du traumatisme. Ce n'est pas une violence au hasard, c'est une violence chirurgicale. Et Goudis plante une phrase qui glace parce qu'elle est simple, presque clinique. Ici, exactement ici. Ça ne fait pas littérature, ça fait sentence. Et derrière cette autre formule brutale et juste qui résume Whitey, de la gorge au cœur, la gorge foutue, le cœur démoli. 5. Le bouc émissaire quand une ville veut un coupable, pas une vérité. Le roman met en scène une mécanique vieille comme le monde. Quand l'ordre vacille, il lui faut un symbole, et Whitey est le symbole parfait, pauvre, seul, sans défense, déjà catalogué. L'institution ne le choisit pas parce qu'elle a des preuves, elle le choisit parce qu'il convient. Et là, Goudis ne fait pas un discours. Il montre une chaîne de réflexes, pression, fatigue, peur de perdre le contrôle, besoin d'afficher une réponse. La justice devient alors une mise en scène. On ne cherche plus ce qui s'est passé, on cherche ce qui calme. 6. Le commissariat, l'ordre qui se décompose. Le 37e district, c'est l'ordre qui transpire, une façade qui craque, et Goudis a l'intelligence de ne pas faire du policier un simple méchant. Il montre l'effondrement des hommes débordés, nerveux, coincés entre la rue qui explose et la hiérarchie qui exige. Il y a une phrase qui colle à l'autorité comme une étiquette, pris entre les mâchoires d'un piège. C'est exactement ça, l'ordre devient une bête prise au piège et une bête prise au piège mord. Et Goudis te fait sentir la pression comme un compte à rebours presque mécanique avec un décompte de secondes qui ressemble à une horloge de fin de règne. 20 secondes, 15 secondes. Tu n'es plus dans une enquête, tu es dans une fermeture. 7. La ville en clan, quand la parole devient une arme. Dans Sans espoir de retour, la parole ne sert plus à convaincre, elle sert à séparer. Les dialogues sont des coups, les insultes sont des frontières. La ville est fragmentée, nerveuse, prête à s'embraser, au moindre prétexte. Et dans ce contexte, un homme comme Whitey, sans clan, sans voix, sans camp, n'a aucun bouclier. En clair, Goudis te peint un monde où la communication s'est effondrée. Soit on se tait, Skid Row, soit on crie, la rue, soit on menace, le commissariat. Entre ces trois régimes, Whitey n'a plus d'espace respirable. Voilà le cœur thématique. Si je devais te donner la formule finale, Goudis écrit une tragédie sociale avec des outils de roman noir et il le fait au niveau de la peau, du souffle, du froid, du gosier. Tout est concret, tout est physique et c'est pour ça que ça marque. Remettons le dossier dans son époque, parce que chez Goudis, l'époque n'est jamais un simple papier peint, c'est le mur contre lequel on te colle. Sans espoir de retour, dans son édition française, paraît chez Gallimard en 1956, traduit de l'américain par Henri Robillot. Le titre original, lui, ne promet déjà rien. Street of No Return, une rue sans retour. Pas une rue dangereuse, pas une rue mauvaise, une rue où le retour n'est tout simplement pas prévu. Ça sonne comme une fatalité administrative. Désolé monsieur, il n'y a pas d'option marche arrière. Et c'est là que Goudis est redoutable. Il écrit au milieu des années 50, à une époque où l'Amérique urbaine s'étend, se durcit, se segmente. D'un côté, l'idée de prospérité, de vitrine, de réussite. De l'autre, la mécanique invisible, les zones de relégation, les asiles de nuit, les quartiers qui vivent dans l'ombre des néons. Goudis, lui, ne regarde pas la vitrine. Il regarde derrière, là où on jette les emballages, et parfois les hommes. Dans ce roman, la ville est un organisme malade. Elle a ses zones d'anesthésie Skid Row, où on tient plus qu'on ne vit, et ses zones d'inflammation River Street et ce secteur surnommé l'enfer, où la tension devient physique. Le livre parle aussi d'une ville sous pression traversée par des affrontements, des rumeurs, des logiques de clan. Dans ce contexte, la violence ne sort pas de nulle part. Elle devient un langage partagé, un réflexe collectif.
Et quand tout le monde parle ce langage-là, la vérité, elle, devient lente, fragile et souvent inutile. C'est aussi pour ça que Goodis choisit un personnage comme Whitey, pas un détective, pas un homme armé, pas un type solide, un homme déjà cassé. Et ce choix est capital. Whitey n'est pas seulement pauvre, il est effacé, il a connu une autre vie, celle de Gene Lindell, chanteur, et cette vie-là, Goodis ne l'utilise pas pour faire joli, il l'utilise pour rendre la chute plus scandaleuse. Parce que si un clochard tombe, le monde hausse les épaules. Mais si un homme qui chantait tombe, on comprend que ce n'est pas seulement la malchance, il y a une mécanique derrière. Et cette mécanique, c'est le grand thème goodisien, la disparition sociale. Le moment où tu n'es plus un individu, mais une silhouette. Et une silhouette, ça sert à tout. Ça sert de coupable de diversion, de preuve vivante qu'on a réglé le problème. C'est là que le roman devient incroyablement moderne. Même sans forcer l'actualité, la logique du bouc émissaire, elle ne vieillit pas. Elle change juste de costume. Regarde comment Goodis pose son piège. Whitey fait un geste normal, un geste humain, et ce geste le désigne. Parce que dans une ville tendue, le réel ne compte pas autant que l'apparence. Et l'apparence de Whitey, c'est celle de l'homme qu'on n'écoute pas. D'ailleurs, chez lui, tout revient à la voix. Il a été chanteur. Il a eu une voix qui comptait, puis cette voix a été brisée. Et quand tu n'as plus de voix, tu n'as plus de défense. Tu ne peux pas porter ton récit. Tu ne peux pas prendre la place dans une pièce. Tu subis. Tu deviens un homme à qui les autres écrivent l'histoire. C'est là qu'on touche à la dimension la plus noire du roman. La violence n'est pas seulement dans la rue. Elle est dans la façon dont les institutions sous pression finissent par confondre la vérité avec une réponse. Une réponse rapide, une réponse vendable, une réponse qui calme. Et Goody montre très bien ce glissement, l'ordre débordé se durcit, la procédure devient un marteau et la fatigue fabrique du brutal. Et puis, il y a l'autre force du livre, le passé. Chez Goody, le passé n'est jamais un souvenir sentimental, c'est un créancier. Whitey ne traîne pas seulement la misère, il traîne une histoire d'amour et de possession, une jalousie organisée, une vengeance appliquée. Ce mélange est terrible. Parce qu'il enferme Whitey dans une triple nasse, la rue, l'institution et le passé intime, 3 presses. Une seule gorge. Voilà pourquoi ça résonne encore, parce que Goodis écrit sur ce point précis où l'homme perd sa place, puis son nom, puis sa parole, et parce qu'il te montre que ce qui écrase un individu, ce n'est pas toujours un grand méchant, c'est souvent une addition, un climat, un quartier, une rumeur, un supérieur qui veut un résultat, un groupe qui veut un symbole, une vieille histoire qui revient réclamer sa dette. En résumé, Sans espoir de retour n'est pas un roman sur la misère, c'est un roman sur l'effacement, et l'effacement, c'est une violence propre, silencieuse, terriblement efficace. Goody la décrit sans discours, parce qu'il sait que les grandes phrases ne réchauffent personne. Et quand tu refermes le livre, tu as surtout une sensation, celle d'une ville qui te regarde et qui se demande très calmement si tu es encore quelqu'un. Maintenant qu'on a les pièces sur la table, on peut regarder comment Goodis les assemble. Et là, il faut être clair. Sans espoir de retour ne fonctionne pas comme un polar classique. Il n'y a pas cette petite jouissance de lecteur qui se dit « Ah, je vais trouver avant l'inspecteur ». Ici, Goodis s'en fiche. Son suspense, c'est la pression, pas la devinette. 1. Une entrée en matière physique. Goody attaque par le corps, le froid, la nuit, le trottoir. Avant même de comprendre la situation, tu sens le climat. C'est volontaire. Il te met dans un état de vulnérabilité qui ressemble à celui des personnages. Et du coup, quand l'action arrive, tu n'es pas en surplomb, tu es déjà dedans. 2. Première bascule, sortir de Skid Row. La première bascule, c'est le passage de Skid Row vers River Street. C'est une bascule de régime. Skid Row, c'est l'usure lente, la fatigue qui devient une seconde peau. River Street, c'est la tension. Et l'enfer, c'est l'accident en attente. Cette transition est capitale parce qu'elle transforme Whitey.
À Skid Row, il est un élément du décor. À River Street, il devient un intrus. Et un intrus dans un quartier nerveux, c'est un danger potentiel. Goodies fait quelque chose de très simple et très efficace. Il fait du déplacement une fatalité. Whitey n'ouvre pas une nouvelle piste. Il entre dans une zone où l'erreur se paye immédiatement. 3. L'incident déclencheur, le geste humain qui condamne, le cœur mécanique du roman. Whitey tente d'aider et ce geste le désigne. Goodies adore ce type de retournement parce qu'il est tragique et crédible. Dans un monde sain, ce geste le sauverait. Dans un monde malade, il le perd. Voilà le noir. La morale n'est pas un bouclier. À partir de ce moment, la tension ne vient pas de qui ment, elle vient de comment va-t-il s'en sortir alors que tout le monde a intérêt à ce qu'il ne s'en sorte pas. 4. Deuxième bascule. La rue, le commissariat. Le commissariat, c'est le deuxième piège. On pourrait croire que quitter la rue, c'est quitter le danger. Goodies retourne ça. Le danger change simplement de forme. Dans la rue, c'est l'imprévisible. Au commissariat, c'est la machine. Et une machine, quand elle se met en marche, elle broie sans émotion. Le roman alterne alors les deux tensions. La tension chaude de la ville, foule, rumeur, clan. La tension froide de l'institution, pression, hiérarchie, besoin d'issue rapide. Whitey est coincé entre chaleur et froid. C'est presque une torture climatique. Tu ne peux pas t'adapter parce que le problème n'est pas toi. Le problème, c'est le système. 5. Le rythme. L'écriture comme compression. Goodies écrit court, nerveux, avec des scènes qui s'enchaînent sans te laisser souffler longtemps. Il n'empile pas les descriptions décoratives. Il choisit des détails qui font mal. Une bise humide, une lumière de néon, un regard qui juge, une gorge qu'on menace. Résultat, tu lis et tu as l'impression que l'espace se rétrécit. Et c'est là la grande force. Il fabrique une tension de survie, pas une tension de mystère. Le mystère, chez lui, c'est jusqu'où la ville peut-elle aller sans se regarder dans le miroir. 6. Troisième bascule. Le passé qui revient au mauvais moment. Le roman ne se contente pas du front, police, rue. Il ramène le passé intime. Célia, Charquet, la vengeance, la voix brisée. Et cette bascule-là est redoutable. Whitey n'a plus un problème, il en a plusieurs qui se superposent. Là, Goodies fait de la tragédie pure. Même si tu échappes à une pression, une autre te rattrape. La sortie est toujours une entrée. 7. La tension sans énigme. Le lecteur voit l'étau et c'est ça qui fait peur. C'est l'un des tours les plus efficaces de Goodies. Il ne te cache pas l'étau, il te le montre. Il te montre que Whitey n'a pas les cartes. Il te montre que l'institution veut une solution, pas une vérité. Il te montre que la rue est prête à exploser. Il te montre que le passé est un créancier violent. Et toi, lecteur, tu avances quand même. Parce que l'angoisse n'est pas qui a tué, mais comment une vie peut être détruite aussi facilement. En gros, Goodies t'enlève le confort du jeu. Il te laisse le malaise du réel. Et c'est pour ça que ça te colle à la peau. Ce roman n'est pas une devinette, c'est une démonstration. Ce qui fait la signature de Goodies, ce n'est pas seulement ce qu'il raconte, c'est comment il te le fait sentir. Il écrit comme on marche de nuit, petits pas, regard bas, attention au coin. Le style n'est jamais là pour faire joli, il est là pour serrer. D'abord, il y a l'écriture concrète. Goodies ne décrit pas, il plante 2 ou 3 détails physiques et tout le reste vient derrière comme une odeur. Le froid, la rue, le mur, la fatigue, ce sont des choses qui collent à la peau. Il peut te résumer un monde avec une image simple, presque pauvre, mais qui te reste. Assis sur le trottoir pour se protéger du froid mordant. Tu vois la scène, tu la sens, et tu comprends. Ici, la survie commence par la posture. Ensuite, il y a la lumière. Goodies adore le noir, mais pas le noir littéraire. Le noir réel, celui qui bouffe les angles, qui avale les repères.
Et quand il met une lueur, elle n'éclaire pas l'espoir, elle éclaire la solitude. Il n'y avait plus que du noir, une lueur pâle. La lueur, ce n'est pas une promesse, c'est un signe, comme une étiquette sur un dossier. Celui-là, on peut le prendre. Troisième point, le rythme. Goody avance par blocs courts. Les phrases sont souvent tendues, efficaces, sans bavardage. Ça donne une lecture qui file, mais une lecture qui n'est pas rapide. Elle est compressée. Tout semble manquer d'air, comme si les mots eux-mêmes avaient froid. Et à l'oral, ça marche très bien, parce que c'est une écriture qui accepte les silences. Les silences sont déjà dans les phrases. Quatrième point, les dialogues. Chez Goodis, on ne parle pas pour philosopher, on parle pour obtenir, pour repousser, pour menacer, pour se défendre. La parole est utilitaire. Et c'est là qu'il est cruel avec Whitey. Un homme qui a perdu sa voix se retrouve dans un monde où la voix est une arme. Le roman te rappelle ça sans cesse, même quand il n'en parle pas explicitement. Les autres ont le verbe, l'insulte, l'autorité. Lui, il a le souffle. Et puis il y a le motif de la gorge. Le livre a une obsession très physique, presque intime. Le cou, la pomme d'Adam, la voix, le souffle. C'est simple, dans ce roman, la gorge, c'est le passeport social. Tu peux être pauvre, tu peux être faible, mais si tu peux parler, tu peux encore exister un peu. Si tu ne peux plus, tu deviens un objet qu'on déplace. Même la sagesse, chez Goodis, arrive sans grand discours. Elle arrive par un vieux bonhomme, par une phrase qui ne fait pas littérature, mais qui fait vie. Tant que t'es capable de respirer, c'est jamais zéro. C'est beau, parce que c'est modeste. Et c'est terrible, parce que tu sens que le roman va tester cette phrase jusqu'à la corde. Dernier détail important, la traduction française. On sent que le traducteur cherche à garder l'efficacité de Goodis, ce côté sec, frontal, sans décorations inutiles. Ça donne une langue qui se lit très bien à voix haute. Elle accroche, elle claque, elle laisse passer les images. C'est du velours, un velours rêche, mais du velours quand même. En clair, Goodis écrit comme un homme qui n'a pas le temps de mentir. Il te donne la rue, la nuit, les nerfs, et il t'enferme dans une sensation. Et quand tu refermes, tu ne te dis pas quelle intrigue, tu te dis quel étau. Si tu veux sentir comment Goodis te sert, il faut suivre le roman comme on suivrait une filature. Pas avec une carte, avec le ventre. Parce que chaque étape est une porte qui se ferme derrière Whitey. Première étape, Skid Row, l'antichambre. On y voit la misère à l'arrêt. Pas spectaculaire, pas cinématographique. La misère quotidienne, mécanique. Des hommes qui s'adossent à un mur, qui parlent surtout de quoi boire, et qui se tiennent chaud à l'illusion d'une prochaine gorgée. Whitey n'est pas encore une cible. Il est une ombre parmi les ombres. Il est déjà effacé, donc presque protégé par son effacement. La rue le tolère parce qu'elle l'a déjà digéré. Deuxième étape, le départ vers River Street. C'est un détail, mais c'est un détail fatal. Whitey se met en mouvement et dans Goodis, le mouvement est suspect. Skid Row, c'est l'endroit où l'on n'attend plus rien, donc où l'on dérange peu. Dès que tu bouges, tu deviens un élément à interpréter. Le roman glisse alors du statique vers l'inquiétant. La nuit devient plus dense, la ville moins indifférente, et Whitey, avec sa chevelure trop blanche, devient un signal ambulant. Troisième étape, l'enfer. On arrive dans un quartier qui porte un surnom comme une condamnation. Ici, Goodis change l'air. Tu sens que ce n'est plus le même monde. Les silhouettes sont plus nerveuses, les coins plus dangereux, les réflexes plus rapides. Là, Whitey n'est plus une ombre, parmi les ombres. Il est un intrus. Et un intrus, c'est une question qu'on pose parfois avec les poings. Quatrième étape, la ruelle et l'incident. C'est l'une des scènes les plus cruelles du roman parce qu'elle repose sur un geste banal. Whitey tente d'aider. Dans un monde normal, ce geste ferait de lui un témoin. Dans le monde de Goodis, il fait de lui un suspect. Et ce qui suit
et d'une efficacité froide. Des hommes arrivent, regardent la scène, et l'histoire s'écrit d'avance. Pas besoin d'enquête profonde, pas besoin d'écouter. On a déjà un coupable à portée de main. Whitey est là, et Whitey convient. 5e étape, le commissariat du 37e district. Et là, Goodis réussit un tour très noir. Tu quittes la rue, mais tu n'entres pas dans la protection. Tu entres dans une autre forme de violence, plus structurée, plus propre en apparence. Le commissariat, c'est la machine. Une machine sous pression. Une machine qui veut une réponse, parce que dehors la ville gronde, parce que les chefs veulent du résultat, parce qu'un drame non résolu, dans ce contexte-là, c'est de l'essence sur un feu. C'est ici que les scènes d'interrogatoire prennent leur sens. Ce n'est pas seulement on pose des questions, c'est on cherche une solution. Et Whitey, face à ça, est désarmé. D'abord parce qu'il est seul. Ensuite, parce que sa voix, sa parole, sa capacité à se défendre ne suffit plus. Dans Goodis, quand tu n'as plus une parole audible socialement, tu n'as plus de version des faits. Les autres écrivent ton récit. 6e étape, la pression qui monte dehors et dedans, le roman alterne. D'un côté, la ville, la tension de foule, les rumeurs, les logiques de clan. De l'autre, l'institution, l'obsession du contrôle. La peur de perdre la main, la nervosité qui s'accumule comme une sueur. Goodis te fait comprendre quelque chose de simple. Quand les nerfs sont à vif, partout, l'erreur devient une certitude. Et la certitude devient un outil. 7e étape, la fissure, le chaos, la fuite. Sans trop en dire, il y a un moment où la situation au commissariat bascule. Pas comme dans un film de braquage, pas comme une manœuvre brillante, plutôt comme un débordement. Et c'est là que Goodis est juste. Quand un système craque, ce n'est pas toujours élégant. C'est confus, c'est brutal, c'est contagieux. La fuite dans ce roman n'a rien d'un triomphe. C'est juste une respiration arrachée. 8e étape. Le refuge provisoire. Whitey rencontre alors ce que Goodis offre rarement, une forme de chaleur humaine. Jones, Jarvis, vieux bonhomme lucide, lui ouvre une porte. Et cette porte-là compte énormément, parce qu'elle prouve qu'un regard peut encore reconnaître Eugene Lindell derrière Whitey. C'est un point de bascule moral. Pendant un court moment, Whitey redevient un homme, pas un dossier. Mais attention, chez Goodis, un refuge n'est jamais une solution. C'est un sursis. 9e étape, le passé remonte. C'est ici que le roman devient un vrai étau. Parce que Whitey n'est pas seulement poursuivi par le présent, la rue, la police, la tension de la ville, il est rattrapé par le passé. Celia Sharkey, la vengeance et cette histoire de voix brisée qui n'est pas un simple traumatisme, mais une sentence. Goodis superpose les menaces. Et plus les menaces se superposent, plus tu comprends que le problème n'est pas comment s'en sortir d'un endroit. Le problème, c'est comment s'en sortir de soi-même. Quand tout ce qui faisait de toi quelqu'un a été méthodiquement détruit, voilà les scènes charnières sans t'ouvrir la fin. Et si je dois te laisser sur une sensation avant le dernier virage à ce stade, tu comprends que Whitey n'a pas seulement des ennemis, il a une ville entière qui le trouve utile à condition qu'il disparaisse. On arrive au bout du dossier et à ce stade, tu comprends pourquoi Goodis n'est pas un simple auteur de polar. C'est un écrivain de la disparition. Il ne raconte pas seulement des crimes, il raconte comment un homme cesse d'être un homme, comment il devient une silhouette, puis une commodité, puis une chose qu'on déplace. Sans espoir de retour est un roman qui serre la gorge, et ce n'est pas une formule. Tout tourne autour de ça, la gorge, la voix, le souffle. Whitey, l'ex-chanteur, Lindell, a perdu la seule arme qui aurait pu le défendre, la parole crédible. Dans une ville sous tension, dans une machine policière sous pression, dans une rue qui se fragmente en clans et en réflexes, il devient le coupable idéal parce qu'il n'a plus de place pour dire non, ni même pour expliquer voilà ce qui s'est passé. Et le plus glaçant, c'est que Goodis ne force jamais le trait. Il n'a pas besoin, il montre des mécanismes, la misère qui anesthésie,
l'alcool qui remplace la langue, la foule qui réclame un symbole, l'institution qui veut une solution, et le passé intime qui revient comme une dette. Tout ça, additionné, fabrique une fatalité. Pas une fatalité mystique, une fatalité pratique. Alors, est-ce que je recommande ce roman? Oui, mais pas comme on recommanderait une lecture plaisante. Je le recommande comme on recommanderait un bon film noir qui te laisse un goût métallique. C'est dur, c'est sombre, c'est parfois étouffant, et c'est justement pour ça que c'est puissant. Si tu aimes le roman noir social urbain, celui qui ne te caresse pas dans le sens du poil, celui qui préfère la vérité au confort, tu vas y trouver un goodie au sommet de sa cruauté humaine. Et si tu ne l'as jamais lu, retiens ceci. Goodies n'écrit pas pour te faire deviner, il écrit pour te faire sentir. Et quand tu refermes le livre, tu as froid. Pas dehors dedans. La prochaine fois que tu verras un homme invisible dans la rue, souviens-toi de Whitey et demande-toi si ce qui le détruit, ce sont seulement ses erreurs ou ce que le monde fait de quelqu'un quand il n'a plus rien à offrir. Pas même une voix. Je referme, sans espoir de retour, et je laisse la ville derrière moi sans me retourner, parce que dans ce genre de rue, se retourner ne sert à rien. Et vendredi prochain, on change de terrain, mais on reste dans le même siècle côté cinéma. Je t'emmène sur un film de 1955 où un détective met les doigts dans une affaire qui dépasse la simple enquête. Disons qu'il tombe sur une petite boîte et que cette boîte n'a rien d'innocent. Quand elle s'ouvre, ce n'est pas seulement un secret qui sort, c'est une époque qui montre les dents. C'était Sam pour Chronique Noire. Partagez, abonnez-vous et restez à l'écoute et surtout ne manquez pas le prochain épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Laissez un commentaire, mettez un petit « j'aime », abonnez-vous pour ne rien manquer, ça aide vraiment à faire vivre l'émission. Et si vous voulez aller plus loin, retrouvez l'article complet, les visuels et tout ce qui tourne autour du roman, rendez-vous sur mon site livres-et-saveurs.fr. C'est là que tout se passe et vous y trouverez bien plus que ce que j'ai pu dire ici. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau Chronique Noire ou Bobard sur Bobine.